Donc l'idée, c'est de vraiment faire un cri de attention aux vivants, essayer d'alerter les gens sur la crise de la biodiversité, vraiment l'effondrement actuel de la biodiversité, parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de l'urgence du dérèglement climatique, mais on entend moins parler de l'effondrement du vivant, de l'extinction des espèces, mais aussi de l'effondrement de l'abondance des populations. Et on se rend moins compte aussi de l'importance que ça a pour les populations humaines, de tous les services écosystémiques que nous procure la biodiversité et qu'on risque de perdre très vite si les écosystèmes ne sont plus fonctionnels. Il y a deux aspects. La biodiversité est à la fois essentielle pour le maintien des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on se dit c'est peut-être pas très important si tel papillon est éteint, disparaît, si telle population d'oiseaux s'effondre et disparaît. Il y a des îles très éloignées où il y a 90% des espèces d'oiseaux endémiques qui existaient que sur ces îles qui disparaissent. On peut se dire c'est dommage vraiment, mais bon, on peut vivre avec. L'important c'est quand même que les populations humaines survivent. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est à quel point toutes ces espèces sont imbriquées les unes dans les autres. Donc il y a des interactions entre plein d'espèces. Donc il y a des arbres, par exemple, pour pousser, ils ont besoin de leurs champignons symbiotiques, ils ont besoin de leurs oiseaux qui dispersent leurs graines, ils ont besoin ils sont attaqués eux-mêmes par des champignons pathogènes, mais qui sont régulés par d'autres espèces. Donc tout est imbriqué. Et on ne sait pas à quel moment quelle espèce va disparaître et qui va faire collapser tout l'écosystème, et y compris les services écosystémiques dont on a besoin. Donc si on dit on a juste besoin d'une forêt pour stocker le carbone et faire un peu d'oxygène, mais ces arbres-là, ils se maintiendront pas sans la fertilité des sols, qui dépend de vers de terre, de champignons, d'insectes. Ça se maintiendra pas sans les oiseaux qui dispersent les graines. Donc il y a un peu de redondance dans les écosystèmes. Il peut y avoir des espèces qui disparaissent et puis ça fonctionne quand même. C'est aussi pour ça qu'on se dit bon, pour l'instant tout va bien. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit avec des études scientifiques, c'est qu'il y a un peu des effets de bascule, de point de bascule. C'est-à-dire qu'on peut perdre un certain nombre d'espèces, et puis ça marche quand même globalement assez bien, jusqu'au moment où on perd une espèce clé de voûte, et on ne sait pas à l'avance laquelle, et l'écosystème collapse. Cet effet de point de bascule, on prend souvent l'allégorie des rivets d'un avion. Donc c'est un biologiste, Paul Ehrlich, qui avait pris cet exemple en disant donc un avion, il tient par plein de petits rivets qui tiennent les tôles entre elles, les petits clous. Et puis on peut perdre quelques rivets, c'est pas très grave. Mais à un moment, on perd un rivet, on ne sait pas d'avance lequel, et l'avion tient plus du tout, il explose. Et donc, faut bien voir les écosystèmes vraiment comme ça, comme des interactions entre plein d'espèces qui se tiennent. On peut perdre certains fils jusqu'au moment où on aura perdu un fil essentiel, et où on n'aura plus de fertilité des sols, d'eau pure, où le dérèglement climatique va s'emballer parce que la biodiversité sert à stocker le carbone. Donc on peut agir à plein de niveaux différents, et tous sont utiles. Alors déjà, il faut faire donc attention aux mots. Les mots sont vraiment importants. Autant, par exemple, juste parler de crise de la biodiversité ou de déclin de la biodiversité, c'est même pas assez fort, parce que on assiste à un vrai effondrement. Par exemple, les populations d'insectes ont chuté des 3/4 en 30 ans. C'est énorme. Les populations d'oiseaux aussi, par exemple les populations des champs, en quelques années-là, elles se sont effondrées d'1/4. Donc c'est un vrai effondrement. Et de la même façon, parler de maintien de la biodiversité ou de préservation, en fait, c'est un peu trompeur, parce qu'on a l'impression que c'est un peu une collection de timbres, qu'il suffirait de stocker des graines, de la congeler dans l'état, alors qu'en fait, il faut bien se rendre compte que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'elle évolue sans cesse. Et en fait, l'état se maintient, mais parce qu'il évolue, parce qu'il y a des interactions entre espèces. Donc, c'est un équilibre dynamique, comme quand on roule à vélo. On tient debout, on avance parce qu'on roule. Si on s'arrête, on tombe. Et la biodiversité, c'est vraiment ça. Donc, ce qu'il faut préserver, c'est pas chaque espèce séparée dans des eaux, dans des banques de graines, ou même telle quelle. C'est préserver l'équilibre dynamique
qui fait que ça se maintient, que ça continue à s'adapter, et en particulier aux changements à venir liés au dérèglement climatique. Et sans cesse, les espèces, elles coévoluent entre elles. Les prédateurs évoluent pour devenir plus efficaces, les proies évoluent et pour être plus résistantes. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut maintenir. Et donc, si on veut maintenir cet équilibre-là, il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est en danger. Et donc, il y a plusieurs causes de ce danger. Et en fait, c'est assez simple, hein, il suffit d'arrêter les causes et la vie, elle va repartir. Et donc, les causes principales, c'est les pesticides, par exemple, surtout, voilà. Donc ça, c'est une catastrophe pour le vivant, hein. C'est des produits qui sont faits pour tuer, donc ils tuent. Et ils tuent les insectes, les ravageurs, mais ils tuent indistinctement tous les insectes, les micro-organismes des sols. C'est des molécules qui sont à un spectre très large. Et ils nous empoisonnent même nous. Donc on a vraiment intérêt à... Et on peut vraiment s'en passer. Donc les pesticides, il y a les pertes d'habitat. Donc évidemment, si on détruit l'habitat d'une espèce, elle peut pas se maintenir, hein. Quand on déforeste, on abat des arbres sur des grandes surfaces, tous les insectes, tous les micro-organismes, tous les oiseaux qui vivaient là peuvent pas se maintenir. Et puis surtout, ils peuvent pas re-émerger. C'est-à-dire qu'on dit que la biodiversité, qu'on serait dans la 6e extinction de masse, parce que les vitesses de disparition d'espèces sont vraiment même plus importants que la dernière extinction de masse au Crétacé, où 3/4 des espèces ont disparu. On peut dire, elle va revenir, la biodiversité, puisqu'elle est déjà revenue. Il y a déjà eu 6 et 5 extinctions de masse. Le problème, c'est que si on casse cet équilibre, elle peut pas se régénérer. S'il y a plus d'habitat, elles peuvent pas se régénérer. Si tout est empoisonné, elles peuvent pas se régénérer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'équilibre qu'il faut maintenir et pas les espèces. Donc dans les causes, il y a les pollutions, les pesticides, les destructions d'habitats, la surexploitation. Si par exemple on est en train de vider les océans de toute vie avec des chaluts qui raclent tous les fonds, on supprime toutes les populations qui vivent dans ces énormes espaces. La surexploitation mène aussi à la déforestation. Et après, il y a d'autres causes. Il y a les invasions biologiques, dont on commence aussi à se rendre compte de l'effet catastrophique sur la biodiversité. Donc, les invasions biologiques, c'est les introductions d'espèces exotiques dans des nouveaux environnements. Et ils peuvent avoir des effets en cascade et faire disparaître des espèces natives. Donc, soit parce qu'elles sont plus dominantes, elles arrivent mieux à soit à se battre, soit à accaparer les ressources. Il peut même y avoir des réactions en chaîne, hein. Par exemple, il y a eu l'introduction dans un parc au Kenya d'une petite fourmi envahissante, et avec une cascade en chaîne d'interactions entre espèces, elle a fait chuter la population de buffles. Alors on peut se dire, quel est le rapport entre des fourmis et des buffles? En fait, donc la fourmi envahissante, elle avait déplacé une fourmi locale qui, elle, avait une symbiose avec un arbre, l'acacia. Et donc l'arbre nourrit l'acacia, et sa fourmi symbiotique le protège contre les herbivores, qui fait qu'il n'est pas trop mangé, que ses feuilles persistent. Et donc sans sa fourmi symbiotique qui avait été déplacée par la fourmi envahissante, les acacias avaient plus beaucoup de feuilles. Du coup, les lions pouvaient plus se cacher dans les feuilles de l'acacia. Et du coup, ils pouvaient plus manger des zèbres, parce que les zèbres les voyaient trop. Et du coup, ils se sont rabattus sur des buffles. Et ça a fait s'effondrer la population de buffles, parce qu'avant, ils les mangeaient pas trop. Et donc, on voit que une introduction d'espèces peut faire disparaître une autre, sans a priori de lien évident entre les deux. Donc, il y a aussi plein de pathogènes envahissants sur la planète. Par exemple, un des groupes d'animaux les plus en danger actuellement, c'est les batraciens. Dans les dernières années, il y a un champignon pathogène qui a envahi la planète à une vitesse faramineuse, et qui peut tuer indistinctement plein d'espèces de batraciens qu'on a déjà mené à extermination 120, et qu'on menace 500 autres. Et donc ça, c'est un exemple d'espèces envahissantes très délétères. Alors, je pense que c'est moins une question de pays que de culture scientifique. C'est-à-dire que les scientifiques qui travaillent sur ces problématiques dans tous les pays du monde où ils travaillent dessus alertent.
Donc c'est vrai qu'il y a des pays plus ou moins riches dans ces cultures d'écologie et d'évolution. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Alors ce que vous dites, c'est un peu, mais si la France est la seule à le faire, ça sert à rien. Donc c'est un peu la tragédie des biens communs, c'est-à-dire que la biodiversité globalement sur la planète, c'est un bien commun, c'est-à-dire que c'est essentiel, et ça sert à tous. Et si quelqu'un la surexploite alors que les autres font attention, ben finalement c'est le tricheur qui s'en sort mieux parce qu'il bénéficie d'exploiter la biodiversité, mais il bénéficie aussi de l'attitude des autres qui l'exploitent pas trop et qui lui permettront de survivre à long terme. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. C'est comme si on a un champ dans un village où tout le monde peut venir amener sa vache pour paître. Ben globalement tout le monde a intérêt à pas l'amener trop souvent pour que le pré puisse refaire pousser de l'herbe quand même régulièrement et qu'il ne devienne pas de la gadoue trop vite. Par contre, si quelqu'un l'amène très souvent et que les autres sont raisonnables, ben, lui, il va bénéficier un maximum parce que sa vache aura mangé, mais le pré ne sera pas trop abîmé parce que les autres se retiennent. Et c'est ça, c'est la tragédie des biens communs. Et donc, pour arriver à sortir de cette tragédie, ben, il faut une régulation globale, c'est-à-dire il faut punir les tricheurs globalement. Alors, ça peut venir d'en haut ou d'en bas, mais il faut une prise de conscience que c'est vital pour les populations humaines. Alors déjà, il y a plusieurs COP. Donc vous parlez de la COP du climat, mais il y a aussi la COP de la biodiversité, dont on entend encore moins parler. Oui. Donc cette année, elle a été au Canada en décembre. On en a un peu plus entendu parler que les années précédentes, mais quand même moins. Alors, ces COP servent quand même, alors elles, globalement, à une prise de conscience quand même, au fait qu'on en parle, au fait que les pays se réunissent et discutent. Évidemment, ça va pas assez vite et ça va pas assez loin, c'est clair. Alors, on peut pas dire non plus que ça sert à rien. Et donc, c'est pour ça que je disais, il faut agir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on peut espérer que globalement, il y a une régulation qui serait le plus efficace à l'échelle de la planète, évidemment. Mais donc, il y a la tragédie des biens communs et puis aussi le conflit, évidemment, court terme et long terme et moyen terme. Parce que à court terme, il y a toujours l'urgence d'être réélu, l'urgence de la vie chère, de plein de choses, et qui fait que le moyen terme passe en second plan, mais les gens, quand même, pour l'urgence climatique, commencent à se rendre compte que le moyen terme, c'est leurs enfants. C'est leurs enfants qui risquent d'en subir des graves conséquences. Et on s'en rend pas compte encore pour la biodiversité, mais ça va être aussi à court terme vraiment problématique. C'est une fausse opposition. Évidemment, ça s'oppose pas, et c'est pas tous les agriculteurs qui sont contre. C'est des gros agriculteurs qui sont pour continuer l'usage du pesticide parce que c'est contre les interdictions et contre les plans éco-phyto, quoi. C'est-à-dire que réduire les pesticides, évidemment, c'est à l'avantage des agriculteurs. Déjà, ils s'empoisonnent eux-mêmes et il n'y a pas de souveraineté alimentaire, il n'y a pas de ferme viable et d'agriculture viable sans sol fertile, sans pollinisateurs, sans accès à l'eau. Et tout ça, c'est des services qui sont procurés par la biodiversité. La biodiversité, donc par exemple les inondations qu'on voit de plus en plus fréquentes, on accuse le dérèglement climatique, mais c'est pas que le dérèglement climatique, c'est aussi qu'on a fait disparaître plein de zones de biodiversité comme des zones humides qui jouaient un peu un rôle de tampon, d'éviter l'érosion des sols, de retenir l'eau en période où il y en a trop et de le relarguer en période de sécheresse. Donc vraiment la biodiversité, c'est le meilleur allié des agriculteurs. Donc il n'y a aucune raison de les opposer et on peut tout à fait envisager une transition écologique. Alors évidemment, c'est pas les agriculteurs qui doivent supporter seuls le poids des transitions écologiques. C'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut transformer le système, la politique agricole commune pour soutenir la transition écologique plutôt que de soutenir un modèle qui n'est pas soutenable, justement.